Bonjour. Je voudrais remercier bien sûr l'association espagnole des orchestres de son invitation et de la possibilité qui m'est offerte de m'exprimer en français. Pour ceux qui ne parlent pas le français, je leur laisse le temps de mettre leur casque et d'ajuster le volume de leur transmetteur. C'est ma première participation à cette conférence, c'est un grand plaisir et je crois que c'est un signe extrêmement positif de l'atmosphère qui se développe actuellement entre les organisations qui représentent les administrateurs ou les administrateurs eux-mêmes et les musiciens et leurs organisations représentatives. Ma fédération a été créée en 1948 comme d'autres fédérations du mouvement syndical. Et depuis 1948, nous avons beaucoup travaillé sur les droits des travailleurs en tant que travailleurs, nous avons beaucoup travaillé sur la propriété intellectuelle, mais les questions liées à la santé, à la prévention des risques, se sont manifestées comme une préoccupation majeure au niveau de mon organisation depuis une quinzaine d'années. Nos membres sont des syndicats de musiciens ou des associations professionnelles de musiciens dans une soixantaine de pays, donc l'ensemble de l'Europe est représenté, mais nous avons aussi des membres en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Bien entendu, nous ne représentons pas que le milieu des orchestres symphoniques, mais les orchestres symphoniques ont été, depuis l'origine de la FIM, une composante très importante de nos membres et des contributeurs importants à notre politique et à nos activités. Ce que je ressens de ce que j'ai pu entendre depuis le début de la conférence, et en particulier l'intervention de John Summers avant moi, c'est que la notion de communication est un fondamental de l'activité de nos orchestres, et pas seulement la communication externe, les réseaux sociaux qu'on a beaucoup abordé hier, mais la communication interne. Et encore une fois, ma présence ici prend tout son sens dans le cadre de cette interaction que les musiciens ont ou n'ont pas avec les administrations qui ont la charge des orchestres dans lesquels ils travaillent. Nous avons commencé à traiter en profondeur les questions de santé et sécurité, de bien-être dans l'orchestre, il y a une quinzaine d'années, comme je vous le disais, et nous avons commencé à organiser des conférences dédiées aux orchestres symphoniques en 2008. Dès 2008, où la première conférence avait lieu à Berlin, notre souci a été d'intégrer dans la réflexion que nous souhaitions entreprendre les administrateurs d'orchestre. Donc dès la première conférence de 2008, nous avons eu des contributions d'administrateurs d'orchestre parce que nous pensions que cette interaction n'existait pas suffisamment jusque-là, que nous n'étions pas suffisamment impliqués dans les conférences que les administrateurs organisaient eux-mêmes. Donc nous avons voulu prendre les devants et les encourager à venir nous rejoindre pour les réflexions que nous allions mener. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu la concrétisation de cette démarche dans une version de la part des administrateurs et nous nous en réjouissons. Ce que je vais dire a probablement déjà été dit ou sera répété pendant la suite de la matinée, mais je voudrais insister surtout sur la nécessité de se parler. John a commencé à le dire, et je pense que c'est un constat que nous faisons tous, je pense, c'est que des problèmes qui peuvent se poser, et pas seulement en matière de santé et sécurité, mais aussi en matière de développement de l'orchestre ou de préservation de son avenir, peuvent être mieux anticipés et peuvent bénéficier d'un dialogue accru avec les musiciens. Alors pour en revenir plus directement à la question de la santé, de la sécurité et du bien-être dans l'orchestre, mon premier constat est qu'il y a maintenant, je crois, un consensus assez large sur la nécessité de mettre ces questions de santé et de sécurité au premier plan des préoccupations de l'orchestre. C'est tout à fait clair dans la première intervention de John, donc j'insiste là-dessus.
Mais ce consensus est un point de départ. Après, bien entendu, il faut que ça se traduise dans une évaluation des risques que pose l'environnement particulier dans lequel travaillent les musiciens. Et il faut aussi prendre en compte pas seulement l'environnement général, mais peut-être aussi, dans certains cas, le caractère particulier de certains instruments. Puisque le risque physiologique auquel s'expose le musicien est très largement dépendant de la pratique de l'instrument lui-même. Alors ces risques sont connus, j'en ai cité quelques-uns qui sont les plus évidents. L'exposition à une pression acoustique excessive, et là les dommages peuvent être irréversibles, sont souvent irréversibles, et peuvent avoir pour conséquence que l'artiste n'est plus en mesure tout simplement d'occuper son emploi dans l'orchestre. J'ai en mémoire un exemple précis d'un oboïste de l'Orchestre national de Lyon qui a dû cesser son activité au sein de l'orchestre parce que les dommages qu'il avait subis à cause de sa position devant la section des cuivres avait conduit à des pertes d'audition tellement radicales qu'il n'était plus en mesure de jouer dans l'orchestre. Après, il y a les problèmes de posture, et il faut bien sûr rattacher ces éléments, au fur et à mesure qu'on les énumère, à l'enseignement, l'éducation des musiciens, le rôle des conservatoires, le rôle des professeurs, etc. Donc, quand on parle de communication entre nous, je pense que c'est une chaîne de communication qu'il faut encore, dont il faut poursuivre le développement, parce que ça va du professeur, du milieu familial, jusqu'au public. La perception de ce qu'est le bruit excessif a changé, je pense, en 30 ans, à cause de la manière dont on accède à la musique, le fait que beaucoup de gens se promènent avec un baladeur et des écouteurs avec un niveau de volume qui peut être très dommageable à l'audition. Et ces gens, on les retrouve dans le public. Et certains d'entre eux ont aussi certaines exigences en matière de volume sonore. Donc il faut arriver à combiner la préservation du musicien, les attentes du public, et quelquefois aussi les exigences du chef d'orchestre, qui est très heureux d'avoir des musiciens qui ont un son puissant, avec des instruments qui sont équipés avec des cordes plus tendues, avec dans la section des cuivres, des instruments qui sont fabriqués avec un objectif de meilleur rendement acoustique. Donc il faut jongler avec tout ça. Donc il y a une réflexion à mener de façon à ne pas aller vers la solution la plus facile, qui est par exemple les protections individuelles, et essayer d'envisager de faire évoluer l'environnement de travail. On a bien sûr des protections sous forme de panneaux acoustiques, on peut gérer la répartition des musiciens sur la scène, adapter le répertoire aux qualités acoustiques de la salle. Mais tout ça, ça demande de discuter, de se parler et d'évaluer quelles sont les manières les plus appropriées de faire reculer ce risque sans se limiter à des solutions trop faciles, comme les protections individuelles, qui peuvent être très utiles, cela dit. Après, alors, il y a la question de la charge de travail. C'est une question très importante qui a été d'ailleurs assez bien abordée par une étude réalisée à l'initiative des commissions ouvrières en 2010 avec le soutien et la participation de l'Association des musiciens professionnels des orchestres en Espagne, et qui fait donc ressortir le lien entre l'environnement de travail et des problèmes qui émergent dans le cadre de la carrière de l'artiste. Et c'est vrai que quand on lit cette étude, c'est très intéressant. On y relève bien sûr des statistiques sur le niveau de survenue des problèmes, des troubles musculo-squelettiques, mais on trouve aussi des questions qui portent sur le niveau d'éclairage de la salle. Souvent, les salles de répétition ne disposent pas d'une lumière naturelle. C'est un point qui peut intervenir aussi dans l'approche psychologique du travail, quand on est constamment confronté à une lumière artificielle, si c'est une lumière qui en plus scintille, voilà. Donc il y a beaucoup d'aspects de l'environnement de travail qui sont abordés dans cette étude et que j'ai trouvé très intéressante, et que vous pourrez certainement vous procurer auprès d'AMPOS, l'association des musiciens professionnels.
Concernant le stress psychologique, l'anxiété, bon, le musicien est formé dès son plus jeune âge pour transmettre des émotions. Et on lui apprend que pour transmettre des émotions, il faut qu'il ressente lui-même ses émotions. Donc on le conduit à se mettre en danger émotionnellement, on le conduit à solliciter cette fragilité intérieure pour être mieux à même de transmettre au public des émotions plus intenses et plus vives. Mais ça fait aussi partie d'un environnement qui fragilise l'artiste et qui le rend davantage réceptif à toutes sortes d'autres émotions qui viennent de son cadre de travail, de la micro-société dans laquelle il vit. Après, bon, le dernier sur la liste concerne des aspects qui sont intimement liés à la pratique musicale. C'est vrai que le musicien est par nature quelqu'un de mobile, il faut qu'il aille vers le public, il faut qu'il voyage, il faut qu'il s'adapte aux heures que le public a de disponibles pour ses loisirs. Donc c'est clair que quand le public a des heures de loisirs, c'est précisément le moment où le musicien va travailler. Pour autant, ce sont des questions qu'il faut aussi intégrer dans le débat parce que la vie de famille, l'équilibre personnel, le temps dont l'artiste va pouvoir disposer pour travailler son instrument à titre personnel, tout ça, ça doit faire l'objet d'une réflexion pour trouver le juste équilibre. Alors, nous travaillons en tant que Fédération internationale des musiciens avec les employeurs européens qui sont représentés par l'organisation qui s'appelle Pearl. Et donc nous avons des projets que nous menons année après année depuis environ 15 ans. Et il y a un projet sur lequel nous avons travaillé qui a débouché récemment sur un outil en ligne d'évaluation des risques. C'est un outil qui vous permet, bon, l'inscription est obligatoire mais elle est gratuite, vous permet d'évaluer la manière dont vous approchez la question du risque dans votre organisation. Voilà, c'est un questionnaire, c'est interactif, vous pouvez aussi y inclure des commentaires, et ça vous permet de voir un peu où vous en êtes en termes d'approche de prévention des risques. Ça, c'est un résultat concret du travail que mènent ensemble les syndicats européens, représentés par ma fédération, et les employeurs européens du spectacle vivant. Alors, je vais passer la diapo suivante. Alors, on fait souvent la comparaison entre la pratique d'un instrument à très haut niveau et la pratique du sport à très haut niveau. C'est vrai que l'impact sur le corps, la pression physiologique sur certaines parties du corps, pour prendre l'exemple du piano, qui n'est pas le meilleur exemple puisqu'on parle des orchestres, mais un pianiste peut avoir, sans compter bien sûr les mouvements du poignet, de l'épaule ou du bras, simplement la main, en une seconde, 600 actions différentes dans la main. Alors ça c'est l'exemple du piano parce que j'avais ces chiffres avec moi, mais je pense que pour un violoniste, on doit arriver à des nombres qui ne sont pas très éloignés. Il y a une hyper-sollicitation de certaines parties du corps. Bien sûr, vous allez me dire, pour le tuba, c'est pas tout à fait la même chose, bien entendu. Mais il y a une spécificité liée aux instruments, et il y a de ce point de vue certainement des analogies entre le sport de très haut niveau et l'hyper-sollicitation dont les musiciens sont victimes, entre guillemets, lorsqu'ils travaillent. Oui, alors, c'est quelque chose qui est souvent évoqué lorsque nous discutons entre nous ou avec des employeurs, c'est la mentalité du musicien qui a travaillé pendant de longues études pour obtenir le niveau nécessaire pour intégrer un orchestre. Elle est associée à une très forte intensité de travail qui va souvent aussi avec des douleurs qui finissent par être aussi intégrées dans la psychologie de l'artiste. C'est-à-dire qu'il finit par considérer que pour bien jouer, il faut souffrir. Alors, c'est vrai, on
peut pas devenir musicien sans beaucoup de travail, et beaucoup de travail, ça implique une pression importante, et bon, on a mal aux doigts parce que les doigts glissent sur les cordes, etc. Mais là, je parle pas seulement de ça, je parle de cette mentalité qui n'intègre pas toujours, encore aujourd'hui, en dépit des progrès que nous faisons ensemble, n'intègre pas toujours la douleur comme un signal. Et c'est vrai qu'un jeune artiste peut se permettre d'aborder la pratique de son instrument avec des postures inadéquates, parce que son corps va l'encaisser. Son corps ne va pas lui signaler tout de suite qu'il y a un problème. Mais quand on arrive à un certain âge où on a l'accumulation non seulement de tout un travail normal en tant que musicien, mais en plus l'accumulation de ces désordres dans la manière de travailler, là, il est quelquefois trop tard pour corriger les problèmes qui se manifestent. Donc, il y a bien entendu à anticiper dans les filières éducatives, mais dans les premières années de la pratique instrumentale, et John disait ce sont souvent les années qui sont considérées les plus difficiles à cause de l'adaptation au régime de l'orchestre, il faut arriver à faire une sorte de bilan, intervalle régulier, et qui sera d'autant plus utile qu'on s'approche de la fin de la carrière. Je discutais tout à l'heure avec notre modératrice qui représente l'orchestre de Grenade, qu'en Espagne, beaucoup d'orchestres sont nés dans les années 80 et ont donc procédé à des recrutements en masse. Et on a une population de musiciens qui vieillissent tous en même temps. Donc on n'a pas une pyramide des âges très équilibrée. Du coup, on fait face actuellement à des problèmes liés à l'âge et on ne sait pas trop comment les traiter. Voilà. Est-ce qu'on peut réduire la charge de travail sur les musiciens les plus âgés dans un orchestre? C'est difficile. Est-ce qu'on peut aller vers une évolution des régimes de retraite pour permettre une cessation progressive d'activité, de façon à ce que les musiciens qui sont fragilisés par une carrière longue, et elles le seront de plus en plus, parce que nos systèmes de protection sociale manquent de moyens, il faut réfléchir à ça, parce que le vieillissement dans l'orchestre peut être un problème. Et il y a plusieurs angles sous lesquels il faut pouvoir les aborder. Mais l'idée d'un bilan, et c'est un peu ce que John a commencé à aborder tout à l'heure, un intervalle régulier, un bilan équilibré, quelque chose qui mette l'artiste en confiance et qui permette de voir comment évolue sa situation personnelle et ne pas se trouver confronté, d'être au pied du mur pour devoir résoudre un problème qu'il est trop tard pour résoudre correctement. Donc l'anticipation est certainement une des clés dans ce domaine. J'avais prévu quelques analogies avec le milieu sportif. Les comparaisons sont intéressantes, mais ça n'est pas complètement analogue, bien sûr. Il y a des différences. Hein. Donc je vous laisse afficher ça quelques secondes, parce que je ne veux pas prendre trop de temps avec ces deux diapos. Voilà, rapidement, pour ce qui est des différents points que j'évoquais tout à l'heure, bon, c'est vrai que les questions d'exposition au bruit, à pression acoustique excessive, sont en différentes composantes. Je pense qu'il faudrait pouvoir investir les chefs d'orchestre dans cette approche. Peut-être que, de manière contractuelle, on leur demande de prendre une responsabilité dans la manière de traiter le répertoire. Voilà. C'est vrai que le chef peut avoir envie d'obtenir de l'orchestre un effet éclatant, un effet de volume, de saturation sonore, mais pour un musicien, c'est pas nécessairement comme d'autres professions dans l'industrie, où l'exposition au bruit est une exposition qui est plutôt continue, alors que le vrai danger pour le musicien, ce sont les pics. Voilà. Alors même si c'est pendant un moment très bref, si vous avez un pic acoustique, ça peut suffire à détruire l'audition de l'artiste. Donc je pense que le rôle du chef est très important, et lui donner cette responsabilité, et je pense que prévoir dans son contrat qu'il soit à l'écoute
et qu'il, sans renoncer à la dynamique sonore dont il a besoin pour l'interprétation d'une œuvre, veiller à ce qu'il n'y ait pas de traumatisme sur les musiciens qui sont avec lui pour interpréter. Rapidement sur les questions de troubles musculo-squelettiques, la question de la posture est importante. Une anecdote que je citais hier matin, parce qu'il y avait une conférence de presse ici, récemment l'orchestre de Nice s'est déplacé pour, comme il le fait souvent, comme tous les orchestres le font maintenant, pour aller vers différents publics. Et pour se déplacer, bien sûr, c'est plus simple d'utiliser des chaises pliantes. Et jusqu'à présent, l'approche que nous avions, c'était que la chaise pliante est un mauvais outil parce que on n'est pas placé à la bonne hauteur, que le dossier est souvent incliné et que donc c'est générateur de problèmes en lien avec la posture et avec donc tous les troubles musculo-squelettiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un incident, la chaise s'est repliée sous un clarinettiste au moment où il était en train de s'installer et ça lui a sectionné l'extrémité d'un doigt. Alors c'était la panique parce que, bon, bien sûr, on a appelé les pompiers, parce que c'est les pompiers qu'on appelle dans ces cas-là, et il fallait retrouver le bout de doigt. Donc ils ont passé un moment à chercher après le doigt, et après il a fallu l'emmener à l'hôpital, à régler tout ça. Mais au départ, on avait un problème de chaise qui était un outil inapproprié pour la posture, et on se retrouvait avec un problème de doigt sectionné. Voilà, donc c'est sûr que le côté pratique du recours à des chaises pliantes, maintenant, est une question qu'on va envisager de manière très différente à l'orchestre de Nice, du moins j'espère. Pour ce qui est de la charge de travail, alors, c'est vrai que interrompez-moi si je suis trop long, hein, parce que... hein, vous me faites un signe. Bon. La charge de travail est un point très important. Je constate dans certains orchestres avec lesquels je parle que, à cause d'un changement de direction artistique ou d'un changement d'administration, du jour au lendemain, on a une répartition du travail qui est totalement remise en cause et on perd l'équilibre entre l'équilibre dans le répertoire, parce que c'est vrai que si on accumule des œuvres qui sont très exigeantes, ça crée beaucoup de fatigue, parce qu'il y a beaucoup de travail personnel, et puis après beaucoup d'investissement au moment de l'exécution. Et puis tous les créneaux disponibles sont utilisés. Alors, certes, un créneau disponible est disponible. Donc pourquoi ne pas y inclure une répétition ou un spectacle? Mais à un moment, je pense qu'il faut aussi faire le point et vérifier si on n'a pas atteint un certain niveau de saturation, et si la fatigue ressentie n'est pas de nature à empêcher la bonne réalisation de l'objectif commun, c'est-à-dire atteindre la meilleure qualité artistique. Donc la charge de travail, la répartition du répertoire, la répartition des heures, comment faire en sorte que la vie de famille ne soit pas trop négativement impactée. Je crois que j'ai déjà abordé plus ou moins tous ces points. Alors, en conclusion, je pense qu'il faut poursuivre ce que nous avons commencé à faire ensemble, c'est-à-dire multiplier les occasions de nous parler. Et ça, c'est vrai au niveau de l'orchestre, c'est-à-dire le dialogue au niveau de l'orchestre, le dialogue entre nos organisations au niveau national, et poursuivre au niveau international ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire échange d'expériences, évaluation des problèmes, etc. Juste 2 mots pour conclure, qui ne sont pas directement liés au sujet de ce panel. On a été extrêmement choqués, très émus de ce qui s'est passé à Rome il y a un mois, où a été prise la décision de mettre fin au contrat de tous les musiciens de l'orchestre et du chœur. Je pense que ça dénote aussi probablement un manque de communication et d'anticipation, parce que les musiciens ne savaient pas quel était véritablement l'état du budget de l'orchestre. Donc c'est pas complètement dissocié de ce que je disais. Mais je voulais vous dire que, à cause de cet événement qui pour nous est tragique, nous entreprenons une campagne de mobilisation
des pouvoirs politiques en essayant d'attirer leur attention sur la nécessité de continuer à fournir aux orchestres permanents les moyens dont ils ont besoin pour exister. Parce que ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie du service que nous rendons à la société. Il est très important que nous manifestions notre inquiétude. Voilà, c'est juste une information. Si vous souhaitez, d'une manière ou d'une autre, vous associer à cette initiative, vous pouvez le faire ou en me contactant directement, ou en contactant AMPOS, l'association des musiciens professionnels des orchestres espagnols. Merci beaucoup.